C'était quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, et beaucoup de détails sont un peu flous. Ce n'est pas comme si c'était arrivé hier. Je vais essayer de remplir les petits détails dont je ne me souviens pas complètement avec ce dont je me rappelle le mieux. C'était le dernier jour d'école. J'étais en 4e année. La 5e année était la dernière année dans notre école primaire, où les enfants devaient être récupérés par leurs parents. Les élèves de 5e année étaient autorisés à rentrer chez eux seuls. Ma mère venait toujours me chercher. Le dernier jour d'école, mon ami et moi avions prévu une sortie pour célébrer la fin de l'année scolaire. Mon ami n'était pas dans ma classe cette année, mais nous étions amis depuis la maternelle. Il était dans un couloir de sortie différent du mien. Après l'école, nous avons formé une file indienne et sommes allés jusqu'à la porte de sortie où nous avons attendu dehors avec notre enseignante, Madame Blue. J'attendais que le père de mon ami apparaisse parmi la foule de parents se déplaçant dans le parking à côté des portes. Puis, j'ai entendu mon nom, Tommy. J'ai regardé et j'ai vu un homme me faisant signe de la main en s'approchant. Il s'est présenté comme l'oncle de mon ami et a dit qu'il venait me chercher. Je suis allé voir Madame Blue et j'ai dit que j'étais en train d'être récupéré. Elle m'a demandé « Où est-il, chérie ?» Et j'ai pointé du doigt l'oncle de mon ami qui faisait un signe de la main à Madame Blue. Madame Blue m'a laissé partir et je suis parti avec l'homme. Il nous a menés à travers la foule et parlait très vite et de manière agitée, comme s'il bégayait un peu. Il marchait incroyablement vite. C'était presque difficile de le suivre avec mon sac à dos. Il m'a expliqué que son frère, ou le père de mon ami, travaillait plus tard que prévu, donc il me ramenait chez moi. Nous sommes arrivés à sa voiture, qui était une voiture de type hatchback rouge foncé, d'après mes souvenirs, et il m'a fallu tout ce temps pour reconnaître le gros éléphant dans la pièce. Où était mon ami? Pourquoi ne le récupérions-nous pas aussi? L'homme s'est tourné pour me regarder sur le siège arrière et a dit que mon ami était déjà chez lui. J'étais timide autour des gens que je ne connaissais pas, surtout les adultes, et je n'étais pas du genre à dire ce que je pensais ouvertement si j'étais confus. Mais j'étais très confus. Cela devenait de moins en moins logique. Pendant tout le trajet, l'homme n'a pas cessé de parler, racontant des histoires de ses jours à l'école primaire, me posant des questions sur les sports que je pratiquais, ce que nous apprenions en classe. Si je devais deviner, nous étions dans la voiture pendant environ 10 minutes, ce qui, honnêtement, pour notre ville, où les maisons étaient collées les unes aux autres, était long. Ma maison était à 5 minutes de marche de l'école. Nous étions définitivement dans une zone que je ne connaissais pas lorsqu'il a garé la voiture devant sa maison. Sa maison avait l'air assez normale d'après mes souvenirs. Il nous a laissés entrer et a fermé la porte à clé derrière nous. Il faisait vraiment sombre à l'intérieur, et j'ai compris pourquoi. Tous les rideaux étaient fermés. On aurait dit qu'il faisait nuit à l'intérieur, surtout parce que la seule source de lumière était une lampe tamisée dans le coin de la pièce. Il m'a ensuite regardé et a souri. J'ai dit « Où est mon ami ?» et il a commencé à agir de manière vraiment agitée et nerveuse. Il a dit quelque chose comme « Oh, je pense qu'il est en bas en train de jouer à des jeux vidéo. Donne-moi une seconde. Attends ici. » Il a ensuite disparu dans une pièce voisine et j'ai entendu une porte s'ouvrir, puis des pas descendant dans un sous-sol. Je sais que mon cœur battait déjà à tout rompre. Je savais que j'étais en danger. Je suis allé à la porte pour essayer de l'ouvrir discrètement, mais je n'ai pas pu. Il y avait une sorte de verrou qui devait nécessiter une clé. J'ai vraiment commencé à paniquer maintenant. Mais je gardais encore un peu d'espoir que mon ami monterait ses escaliers, mais je savais que les chances étaient minces. Je regrettais d'être entré dans cette maison. J'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. Je suis allé dans la cuisine et j'ai trouvé un téléphone accroché au mur. Je l'ai décroché et j'ai composé le 911. La première chose que j'ai dite quand ils ont répondu était dans un murmure. « Venez vite à cette maison, j'ai été kidnappé. » Ils m'ont entendu, ils m'ont reconnu, mais je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai caché le téléphone sous une serviette dans un coin de la pièce avec le 911 toujours en ligne. Je suis retourné à l'endroit où l'homme m'avait laissé, car j'entendais déjà ses pas remonter les escaliers.
Puis il a appelé mon nom, disant « Viens en bas, Dennis est ici ». Puis il y a eu une pause. Il a répété mon nom et quand je n'ai pas répondu, il est monté complètement pour me chercher. Il m'a demandé si j'allais bien. Je me sentais tellement mal et j'étais tellement effrayé. Je me détestais pour être entré dans cette situation et ne pas avoir été plus sage. J'ai demandé d'une voix très effrayée si je pouvais partir, et je me souviens du changement sur son visage. Son faux sourire amical a disparu quand il a réalisé que je n'y croyais plus. Il s'est rapproché de moi de manière douce jusqu'à ce qu'il soit assez près pour saisir mon poignet agressivement, et il a commencé à me tirer vers le sous-sol. J'ai crié et pleuré, et il a crié « Je te laisserai partir si tu arrêtes et te comportes bien ». Alors j'ai écouté. Je suis descendu les escaliers, et à mi-chemin, la porte s'est refermée derrière moi, et j'ai entendu le verrouillage. J'ai descendu complètement les escaliers jusqu'à ce sous-sol vide et non fini, avec un sol en béton et une seule poutre de support au milieu de la pièce. Il y avait une lumière déprimante jaune dans la pièce d'une seule ampoule, exposée, suspendue au plafond. Si c'était un endroit où vous imagineriez que des enfants kidnappés iraient, ce serait celui-là. J'entendais ses pas lourds à l'étage. On pouvait tout entendre dans cette maison. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais je l'entendais marcher pendant un moment, puis il est venu à la porte du sous-sol, l'a ouverte, et il a appelé en bas, demandant si j'avais faim. J'ai répondu non. Je ne voulais pas qu'il aille dans la cuisine voir le téléphone manquant. Il a refermé la porte et l'a verrouillée à nouveau. Je suis resté là, attendant, avec mon cœur dans ma gorge. Et puis je l'ai entendu. La sonnette retentissait 3 fois depuis l'étage, suivie de bruits de coups, qui étaient certainement les bruits de la police frappant à la porte. Je me suis retenu de crier jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir, mais je n'ai jamais entendu les pas de l'homme approcher de la porte. La sonnette continuait de sonner, et j'entendais toujours les coups. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce que j'entende un bruit très fort, puis plusieurs pas lourds et plusieurs voix criant. J'ai commencé à crier à l'aide aussi fort que je pouvais en haut des escaliers, frappant à la porte. La porte était déverrouillée et un policier de l'autre côté m'a saisi et m'a précipité dehors. Il y avait au moins 3 voitures de police dehors. J'ai dû tout raconter à 2 des policiers dehors en attendant l'arrivée de mes parents. L'homme de la maison a été amené dehors et dans une voiture de police en menottes, et ce fut la dernière fois que je l'ai vu. Quand mes parents sont arrivés sur les lieux, ma mère pleurait à chaudes larmes. Il y avait déjà eu toute une scène à l'école, car la police avait été appelée, et le père de mon ami avait réalisé ce qui s'était passé. Cet homme était un collègue de travail du père de mon ami. Quand il a appris que le père de mon ami viendrait nous chercher à l'école le dernier jour, il a saisi l'opportunité de faire ce qu'il a fait. Un véritable malade. Je ne sais pas comment il a découvert à quoi je ressemblais. En grandissant, je n'ai jamais vraiment demandé plus de détails parce que j'essaye de ne pas y penser. Ma mère est allée en thérapie avec moi pendant des mois après cet incident. Disons que mes parents n'avaient pas de mots gentils pour Madame Blue, ne vérifiant pas si je connaissais vraiment la personne qui venait me chercher. Si je n'avais pas pensé à appeler la police avant qu'ils ne me jettent pratiquement dans ce sous-sol, je sais pertinemment que je serais mort maintenant. Cela s'est passé il y a environ 17 ans. Cet homme pourrait être sorti de prison pour autant que je sache. C'était notre avant-dernière année de lycée et c'était le dernier jour de classe. Beaucoup de gens séchaient les cours ce jour-là ou partaient plus tôt après le déjeuner. Mes amis et moi faisions partie de ceux qui partaient après le déjeuner. C'était un jour sombre et orageux. Beaucoup de nos camarades avaient prévu d'aller à la plage pour le dernier jour d'école, mais cela avait évidemment été annulé. Donc, mon petit groupe d'amis a décidé de faire autre chose. Il y avait une école primaire abandonnée en ville qui n'avait pas été utilisée depuis une dizaine d'années. Il était prévu de la démolir d'ici la fin de l'année. Voulant quand même faire quelque chose de fun pour le dernier jour d'école, nous avons tous décidé de pénétrer dans le bâtiment et de l'explorer. Il n'y avait pas de caméra dans ce vieux bâtiment, et par un jour orageux,
personne ne serait dehors pour surveiller l'endroit ou quoi que ce soit. Alors, nous sommes tous partis après le déjeuner. Notre ami Eddie avait déjà une voiture et son permis, alors il nous a tous conduits à l'école abandonnée. L'école était au milieu d'un quartier résidentiel, pas sur une route principale. Il y avait un parking à l'arrière, couvert par des buissons et des arbres envahis d'un côté, et les murs de l'école sur deux autres côtés. C'était un endroit parfait pour se garer et passer inaperçu. L'endroit n'était pas barricadé ou quoi que ce soit. Il était juste verrouillé. Eddie avait une batte de baseball dans son coffre qu'il a sortie pour briser l'une des fenêtres de l'école. J'étais tellement nerveux que même avec la pluie battante, une des maisons de l'autre côté de la clôture entendrait le bruit de la vitre brisée. Nous avons tous regardé et ri nerveusement pendant Eddie donnait quelques bons coups de batte à la fenêtre jusqu'à la briser. Il a repoussé les morceaux de verre coincés dans le cadre avec la batte, puis il nous a fait signe de venir. Nous avons grimpé un par la fenêtre dans l'école. Ma logique était que l'école allait être démolie de toute façon. Alors une fenêtre cassée, qu'est-ce que ça change? Nous étions tous à l'intérieur du bâtiment maintenant. La fenêtre par laquelle nous étions entrés était en fait celle d'une salle de classe. Beaucoup de choses étaient encore dans la pièce, y compris les bureaux et quelques décorations sur les murs. D'après les décorations, il semblait que nous étions dans une classe de 4e ou 5e année. C'était très surréaliste d'être à l'intérieur de ce qui était autrefois une salle de classe active où de petits enfants venaient apprendre. Maintenant, rien d'autre qu'une pièce froide, sombre et abandonnée, accumulant de la poussière en attendant d'être détruite. Les sons du tonnerre et des éclairs dehors ajoutaient également à la sensation surréaliste de tout cela. Il n'y avait pas de lumière dans le bâtiment. L'électricité avait probablement été coupée complètement. Nous avions prévu cela. Les lampes de poche de nos téléphones étaient suffisantes pour se déplacer et voir. Même sans elles, il ne faisait pas complètement noir à l'intérieur, car même s'il faisait sombre, un peu de lumière entrait toujours par les fenêtres et les portes. Nous avons commencé à traverser les couloirs, allant de pièce en pièce. Chaque salle de classe était encore pleine de bureaux et de chaises qui n'avaient probablement pas été occupées depuis une décennie. Nous étions tous les quatre dans la même salle de classe quand un bruit a résonné dans le couloir et a pénétré dans la salle de classe. Nous sommes tous devenus silencieux et avons éteint nos lumières pendant un moment. Après un éclair, nous avons lentement accepté que ce n'était probablement rien. Alors, nous avons continué. Nous allions juste de pièce en pièce alors que nos chaussures mouillées grinçaient sur les sols. Se faufiler n'était vraiment pas possible. Beaucoup de choses dans l'école se décomposaient visiblement. On pouvait vraiment dire que personne n'avait mis les pieds là-dedans depuis des années. En approchant du coin du couloir, nous nous sommes retournés juste pour regarder en arrière. Et à la porte de l'une des salles de classe, il semblait y avoir quelque chose qui dépassait de la classe. J'ai demandé à mes amis de regarder aussi. Leur lumière aiderait peut-être à voir ce que c'était. Quand nous avons tous les quatre pointé nos lampes de poche vers la porte, cette chose que nous voyions s'est rétractée dans la classe. Nous avons tous murmuré « Oh merde !» entre nous et nous avons commencé à courir dans le couloir croisé. Nous nous sommes arrêtés quand nous étions assez loin. Il semblait que nous étions maintenant dans l'aile des maternelles. Puis, nous avons entendu un autre bruit résonner dans le couloir. Il semblait que nous n'étions pas seuls. Mais qui pouvait être là était la question. L'endroit était verrouillé et toutes les lumières du bâtiment étaient éteintes. Le bruit nous a effrayés et nous a poussés à entrer dans la première salle de classe que nous avons trouvée et à fermer la porte. C'était effectivement une salle de classe de maternelle. Nous étions maintenant préoccupés par le fait que nous pourrions avoir des ennuis. Alors nous avons attendu en silence, les lampes éteintes. Il pleuvait toujours fort et le tonnerre et les éclairs claquaient encore toutes les 20 secondes environ. Soudain, la porte de la salle de classe a cliqué et quelqu'un l'a poussée alors qu'elle grinçait de manière inquiétante jusqu'à s'ouvrir complètement. Nous n'avons vu personne à la porte et le couloir était presque complètement noir.
Nous avons tous essayé de rester aussi silencieux que possible. Et puis, lentement, quelque chose est apparu à travers la porte. C'était la forme d'une tête. Nous l'avons tous vu et lors d'un autre éclair, nous avons vu ce que c'était. C'était en fait la tête de quelqu'un qui regardait dans la salle de classe directement vers nous. J'ai commencé à m'excuser pour nous tous en disant que nous partions. La personne à la porte n'a pas bougé. Elle regardait fixement et presque sans vie autour de la porte de la salle de classe. Eddie a demandé « Vous travaillez ici ?» Pas de réponse. Eddie a dû foirer ce moment clairement. Il m'a tendu la batte alors qu'il luttait pour déverrouiller l'une des fenêtres afin de la glisser juste assez pour ramper à travers. Il est sorti le premier, puis mes deux autres amis, et j'étais le dernier. Avant de ramper, j'ai regardé une dernière fois la tête à la porte. J'ai rampé aussi vite que possible, craignant d'entendre la personne courir derrière moi et attraper mes jambes. Une fois dehors, j'ai couru pour rattraper mes amis qui couraient déjà vers la voiture d'Eddie. Nous sommes sortis de là en vitesse et nous n'avons jamais regardé en arrière. Le bâtiment a été démoli plus tard cette année-là et a été transformé en parc. Nous n'avons jamais eu de problème pour avoir pénétré à l'intérieur. À ce jour, nous n'avons aucune idée si c'était un travailleur ou juste une personne au hasard. Quoi qu'il en soit, c'était un comportement extrêmement effrayant de leur part. Les années ont passé et ce jour est devenu un souvenir lointain. Je suis allé à l'université, je me suis fait de nouveaux amis et j'ai fini par oublier l'ancienne école primaire. Ce n'est que l'année dernière que j'ai été rappelé de la manière la plus troublante possible. C'était une soirée orageuse, tout comme ce jour-là, et je parcourais mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux quand j'ai vu un post qui m'a glacé le sang. C'était de l'un de mes vieux amis de lycée, Marc, qui était avec nous ce jour-là. Il avait posté une série de photos avec une légende disant « J'ai trouvé ces vieilles photos en nettoyant mon placard. Vous vous souvenez de cet endroit ?» Les photos étaient prises à l'intérieur de l'école abandonnée. Je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque, mais Marc avait pris quelques photos avec son téléphone pendant que nous explorions. En feuilletant les photos, l'une d'elles a attiré mon attention. C'était une photo floue du couloir, avec nous quatre visibles, debout et regardant au bout du couloir. Mais ce qui m'a fait frissonner, c'était la silhouette à peine visible au bout du couloir. Cela ressemblait à une ombre humaine, à peine visible, mais indubitablement là. J'ai immédiatement appelé Marc. « Hey, j'ai vu ton post. Ces photos de l'ancienne école, te souviens-tu d'avoir vu quelqu'un d'autre là-bas » Marc a fait une pause pendant un moment. « Non, je ne pense pas. Pourquoi » Je lui ai parlé de la silhouette sur la photo. Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. « Tu ne te moques pas de moi, n'est-ce pas » a-t-il finalement demandé. « Non, » ai-je dit. « Regarde la dernière photo de près. » Quelques minutes plus tard, Marc m'a rappelé. « Je la vois. Bon sang, comment n'avons-nous pas remarqué cela ?» Nous sommes restés silencieux, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Était-il possible que quelqu'un ait été là avec nous, nous observant? Et si oui, qui était-ce? La sensation troublante de ce jour est revenue en force, plus intense que jamais. Plus tard dans la nuit, j'ai décidé de faire quelques recherches. Je suis allé en ligne et j'ai cherché des articles de presse ou des informations sur l'ancienne école. Après des heures de recherche, je suis tombé sur un forum où les habitants partageaient des histoires sur l'école. La plupart étaient juste des rumeurs et des histoires de fantômes. Mais un post a retenu mon attention. Il provenait d'une femme qui prétendait que son frère travaillait comme concierge à l'école avant qu'elle ne soit abandonnée. Selon elle, il était devenu obsédé par l'endroit, même après sa fermeture. Il s'introduisait dans l'école la nuit, convaincu que quelque chose ou quelqu'un était encore là. Un soir orageux, il n'est jamais revenu. La police a fouillé l'école, mais n'a trouvé aucune trace de lui. Lire cela m'a fait frissonner. La silhouette sur la photo pourrait-elle être le concierge disparu? Et si oui, qu'est-il devenu? Le lendemain, j'ai appelé Eddie et lui ai tout raconté. Nous avons décidé de retourner dans notre ville natale et de visiter le parc où se trouvait l'école. C'était maintenant un bel endroit bien entretenu, avec des enfants jouant et des familles profitant de leur temps. Mais en y étant,
Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose clochait encore. En nous promenant dans le parc, nous avons trouvé une petite plaque près de l'endroit où se trouvait l'école. C'était un mémorial pour le concierge disparu, indiquant qu'il avait consacré sa vie à l'école et qu'il manquait beaucoup à la communauté. Eddie et moi sommes restés là en silence, lisant les mots encore et encore. Cette nuit-là, de retour chez mes parents, j'ai fait le rêve le plus étrange. J'étais de retour dans l'ancienne école, marchant dans les couloirs. Il faisait sombre et froid, comme ce jour-là. En marchant, j'entendais des pas légers derrière moi. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Les pas devenaient plus forts, plus proches, jusqu'à ce qu'ils soient juste derrière moi. Je me suis réveillé en sueur froide, le cœur battant. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation qu'il y avait plus dans cette histoire. Le lendemain, j'ai décidé de visiter le poste de police et de demander des informations sur le concierge. L'officier au bureau m'a regardé avec une expression perplexe. « Cette affaire a plus de 10 ans, a-t-il dit. Pourquoi cela vous intéresse-t-il maintenant ?» Je lui ai parlé de notre expérience et lui ai montré la photo. Il a soupiré et s'est appuyé sur sa chaise. « Vous n'êtes pas le premier à venir avec des histoires sur cet endroit. Nous n'avons jamais trouvé le concierge et il y a toujours eu des rumeurs sur des événements étranges là-bas. Mais sans preuve concrète, nous ne pouvons rien faire. » Je suis sorti du poste avec un sentiment encore plus troublé. En marchant vers ma voiture, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelqu'un m'observait. Je me suis retourné, mais la rue était vide. Depuis ce jour, je suis hanté par cette expérience. Plus j'y pense, plus je me demande ce qui s'est réellement passé dans cette école. Était-ce juste une coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Je ne le saurais probablement jamais. Mais une chose est certaine, je n'oublierai jamais la sensation étrange d'être observé, la forme de cette tête à la porte et la vérité troublante que parfois, les choses les plus effrayantes sont celles que nous ne pouvons pas expliquer. Quand j'étais en première année à l'université, j'ai pris un cours de chimie. C'était vraiment difficile pour moi. Les tables étaient disposées en groupes de 4. Je m'asseyais à une table au milieu sur le côté gauche, tout au bout. À côté de moi, il y avait un gars nommé Zach. Il était très maladroit. Il me donnait des vibes de modérateur Reddit. Pour décrire son apparence, il mesurait environ 1,65. Il était un peu en surpoids et il avait une barbe vraiment moche et irrégulière, mais il connaissait bien la chimie. Je pense qu'il était simplement bon à l'école en général. Nous avons commencé à parler de manière assez cordiale quand il a remarqué que j'avais du mal en classe et que je lui demandais de l'aide. Il a commencé à offrir de faire mes devoirs pour moi et il m'a même laissé tricher sur ses tests. Je n'ai jamais ressenti de vibe flirtante de la part de Zach. Mais c'était peut-être parce qu'il était trop maladroit pour flirter en personne. Il m'a finalement demandé mon numéro pour pouvoir m'envoyer des trucs liés aux devoirs. Évidemment, je le lui ai donné. Il m'aidait énormément et ne donnait pas l'impression d'être menaçant. Il semblait juste un peu reclus. Avançons jusqu'au dernier jour de classe et Zach a fait quelque chose de complètement inattendu. Il m'a demandé si je voulais sortir avec lui après la classe. Je n'avais aucune attirance physique pour Zach et nos personnalités étaient complètement opposées. Mais il m'avait aidé à maintenir un A tout au long du semestre. Alors je devais le refuser très poliment. J'ai menti et lui ai dit que je partais à Miami pour les 2 prochaines semaines et que je ne serais pas là. Il a tout de suite répondu « Et quand tu reviens ?» Je pensais que 2 semaines étaient suffisamment longues pour qu'il perde probablement tout intérêt. Alors j'ai dit « Oui, je pourrais être là » ou quelque chose comme ça. Il a répondu avec un « cool », vraiment cringe en hochant la tête. À partir de là, jusqu'à la fin de la classe ce jour-là, c'était vraiment gênant pour moi. Après la classe, je suis allé directement à ma voiture et j'ai conduit directement chez moi. J'étais une pendulaire, pas une résidente, donc après le dernier jour de classe, c'était terminé. C'était jeudi et mes autres amis qui allaient à la même école voulaient sortir ce soir-là. Alors nous sommes allés en ville. Et à un moment donné, j'ai reçu un texto de Zach. Il a demandé « Quand vas-tu à Miami ?»
J'ai tout raconté à mes amis à propos de Zach pendant que nous étions ivres, comment il m'avait aidé à obtenir un A. Mais maintenant, il voulait un rendez-vous. Mes amis ont plaisanté en disant que je devrais juste sortir avec lui pour être gentille. J'ai répondu sarcastiquement, oui, bien sûr. Je me suis dit que je répondrais plus tard, mais j'étais ivre et j'ai complètement oublié. Le lendemain, je me suis réveillé avec 2 textos de suivi. Un avec des points d'interrogation et puis l'autre, « Tu vas m'ignorer maintenant que tu n'as plus besoin de moi, n'est-ce pas ?» Alors j'ai répondu, « Hé, désolé, je faisais mes valises, je vais à Miami aujourd'hui. » Il a répondu presque instantanément, disant, « D'accord. » Évidemment, il n'y avait pas de voyage à Miami, mais il n'aurait jamais dû le découvrir. Plus tard ce soir-là, mes amis et moi sommes sortis à nouveau. Et pendant que nous étions dehors, j'ai reçu un texto effrayant de Zach, disant « Je pensais que tu avais dit que tu allais à Miami ce soir. » J'ai presque fait tomber mon verre en voyant ça. Je l'ai montré à mes amis et elles étaient toutes aussi effrayées que moi. J'ai répondu à Zach « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il a répondu « Rien, oublie ça, je n'aime juste pas les menteurs. » J'étais vraiment effrayé, j'avais l'impression d'être suivi. J'ai regardé tout autour du bar, mais il n'était pas là, du moins à ce que je sache. Alors, qu'est-ce que c'était? Je n'ai pas répondu. À ce moment-là, je n'avais jamais prévu de lui répondre à nouveau. C'est que tard dans la nuit, peu après être rentré chez moi, littéralement en enlevant mes chaussures à l'intérieur, que j'ai entendu des coups à la porte. Il devait être environ 1h du matin. J'ai dit « Qui est-ce » Et c'était Zach de l'autre côté. Il a dit « C'est moi ». Je voulais crier. J'étais seul à la maison. J'ai crié à travers la porte de partir, sinon mon père viendrait et te botterait les fesses. Cela a semblé fonctionner car il n'a plus frappé. J'ai texté tout le monde que je connaissais à propos de la situation, ma famille, tous mes amis. J'étais horrifié. Certains ont suggéré d'appeler la police. J'ai dit que j'irais à la station la plus proche demain. Mais demain n'est même pas encore arrivé quand j'ai reçu un super long texto dégoûtant et effrayant de deviner qui. J'étais consterné en prenant mon téléphone et en lisant cela. Voici ce qu'il disait. « Je ressens beaucoup d'émotions en ce moment après avoir été utilisé par quelqu'un pendant des mois, puis avoir été menti. Et la douleur et la colère en font partie. Depuis le début du semestre en cours de chimie, je pensais que notre chimie était à son comble. Sans jeu de mots. Je dois dire que je suis blessé que tu aies inventé quelque chose d'aussi élaboré qu'un voyage de 2 semaines, juste pour éviter de sortir avec moi, même après que j'ai risqué ma propre réussite académique pour toi tout le semestre. J'ai certainement remarqué la façon dont tu me regardais parfois en classe, et je ne peux pas prétendre qu'il n'y avait pas un soupçon d'intérêt. Tout ce que je demande à ce stade, c'est un seul rendez-vous. C'est tout. Je ne demande pas ta main en mariage, bien que je sois sûrement un mari idéal, si je puis dire. Je vais te donner le bénéfice du doute que tu avais besoin de plus de temps pour réfléchir à la perspective de sortir avec moi. Je sais ce que j'ai à offrir, bien plus que ces losers partout sur le campus. Si tu veux, je peux revenir chez toi et nous pouvons en parler en personne. Je ne fais cette offre qu'une seule fois. Je suis juste très écrasé de sentir que j'ai gaspillé tant de choses ce semestre pour rien en retour. Sincèrement, Zach. J'ai envoyé ça à tout le monde. Je me fichais que ce soit 3 heures du matin. J'ai appelé mon père jusqu'à ce qu'il réponde et je lui ai dit à quel point j'étais effrayé. Après avoir lu le texto, il a pris sur lui d'envoyer un long texto à Zach et a essayé de l'appeler comme 10 fois. Mais Zach est clairement trop lâche pour décrocher ce coup de téléphone. Je suis également allé à la station de police le lendemain avec le texto disant que je voulais porter plainte et une des personnes travaillant là a dit que Zach serait contacté. Zach n'a jamais répondu à aucun des appels de la police qui essayaient de le faire venir pour un interrogatoire, ni à leur message texte. Zach a complètement disparu. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Avec la police qui l'a contacté et les textos et messages vocaux assez effrayants de mon père, ce crétin qui vit dans un sous-sol devait probablement être en train de se chier dessus. Heureusement, je ne l'ai jamais revu sur le campus ni ailleurs. Mais je peux dire que je sais ce que c'est que de traiter avec un véritable harceleur.
Le soulagement fut de courte durée. Une semaine plus tard, j'étais chez moi seul, en train d'étudier dans ma chambre, quand j'ai entendu un léger bruit venant de l'arrière-cour. C'était comme un bruit de froissement, mais pas tout à fait comme le vent. Je l'ai d'abord ignoré, pensant que c'était juste un animal errant ou quelque chose comme ça. Mais le bruit persistait, devenant de plus en plus fort et de plus en plus proche. Je me suis levé et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, mais tout ce que je pouvais voir, c'était l'obscurité. J'ai essayé de chasser ce sentiment d'inquiétude, mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. J'ai décidé de descendre vérifier si les portes étaient verrouillées. En arrivant en bas des escaliers, j'ai entendu un léger murmure, presque comme si quelqu'un appelait mon nom. Mon cœur a commencé à battre la chamade. J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la cuisine, attrapé un couteau et me suis dirigé vers la porte arrière. Elle était déverrouillée. Je l'ai rapidement verrouillée et me suis retourné, juste à temps pour voir une ombre passer devant la fenêtre. La panique s'est installée. Je suis remonté dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et appelé mon père. Il n'a pas répondu. J'ai essayé d'appeler mes amis, mais personne n'a répondu. Je me sentais complètement seul. Puis, mon téléphone a vibré avec un nouveau message. C'était un numéro inconnu, mais je savais qui c'était. Le message disait « Tu ne peux pas te cacher de moi pour toujours ». Je tremblais, les larmes coulant sur mon visage. J'ai appelé le 911 et leur ai dit que quelqu'un essayait de s'introduire chez moi. Ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un tout de suite. Je suis resté au téléphone avec l'opérateur qui a essayé de me calmer. Les minutes semblaient des heures. J'ai entendu le son des sirènes approchant et j'ai finalement vu les lumières clignotantes de la voiture de police. Ils ont frappé à la porte et j'ai couru en bas pour les laisser entrer. Je leur ai tout raconté, à propos de Zach, des textos, du harcèlement. Ils ont fouillé la maison et le jardin, mais ils n'ont trouvé personne. La police a pris ma déposition et m'a assuré qu'ils surveilleraient ma maison. Ils m'ont suggéré de rester chez un ami ou un membre de la famille pendant quelques jours. J'ai fait mes valises et suis allé chez une de mes amies de l'université. Au cours des jours suivants, j'étais sur les nerfs, regardant constamment par-dessus mon épaule. Je n'ai plus reçu de texto de Zach et il n'y avait aucun signe de lui nulle part. Mais la peur ne disparaissait pas. Un mois a passé et la vie a lentement commencé à revenir à la normale. Je pensais encore parfois à Zach, mais la peur s'était atténuée. Je me suis concentré sur mes études et j'ai essayé d'avancer. Un soir, j'étais chez mon ami, étudiant tard. Mon ami est allé se coucher et j'étais seul dans le salon. La maison était calme, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Soudain, mon téléphone a vibré. Mon cœur a sauté un battement en voyant un message d'un numéro inconnu. Il disait « Je t'ai manqué ». J'ai senti un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. J'ai regardé autour de la pièce, m'attendant à voir Zach debout là. Mais il n'y avait personne. J'ai répondu « Qui est-ce ?» même si je savais la réponse. La réponse est arrivée presque immédiatement. « Tu sais qui ?» J'ai eu la nausée. J'ai attrapé mes affaires et suis allé dans la chambre de mon amie, la réveillant. Je lui ai montré les textos et elle a insisté pour que nous appelions la police. Ils sont venus, mais il y avait peu qu'ils puissent faire. Le numéro était intraçable et il n'y avait aucun signe de Zach. Les jours se sont transformés en semaines et les messages ont de nouveau cessé. Mais je savais que Zach était toujours là, à regarder, à attendre. Je ne pouvais pas vivre dans la peur pour toujours, alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Je me suis inscrite à des cours d'autodéfense et j'ai commencé à porter un spray au poivre. J'étais déterminé à ne plus jamais être une victime. Puis un jour, en sortant de mon cours d'autodéfense, je l'ai vu. Zach se tenait de l'autre côté de la rue, me regardant. Nos yeux se sont croisés et il a souri. J'ai ressenti une vague de colère et de peur, mais je ne l'ai pas montré. J'ai sorti mon téléphone et ai commencé à composer le 911. Zach a vu ce que je faisais et s'est retourné pour s'éloigner. Je l'ai suivi à une distance sûre et je suis resté au téléphone avec l'opérateur, donnant sa description et sa localisation. La police est arrivée en quelques minutes et a appréhendé Zach. Ils ont trouvé des preuves sur lui qui le reliaient au harcèlement et à l'intimidation. Il a été arrêté et inculpé.
J'ai enfin ressenti un soulagement en sachant qu'il était derrière les barreaux. Cela a pris du temps, mais j'ai lentement retrouvé mon sentiment de sécurité. J'ai appris à faire confiance à mes instincts et à ne jamais baisser ma garde. Les actions de Zach m'ont changé, mais elles m'ont aussi rendu plus forte. J'ai réalisé que parfois, les vrais monstres ne sont pas ceux sous ton lit, mais ceux que tu ne soupçonnes pas. Je m'appelle Chuck. J'ai été diplômé de l'Université de Californie, Berkeley, en 2016. Mes années universitaires ont été géniales. J'étais membre d'une fraternité. Je gérais bien mes études et je passais juste assez de temps à courir après les filles. Je suis encore ami avec beaucoup de mes anciens frères de fraternité et je me suis récemment fiancé à Rosie, que j'ai aussi rencontrée à Berkeley. Mais si vous m'aviez demandé ce que je pensais de Berkeley pendant ma première année, ma réponse aurait été très différente. Ce que je vais vous raconter est l'une des principales raisons pour cela. Au lycée, je n'étais pas très ambitieux, mais l'atmosphère de Berkeley était incroyablement intense. C'était bizarre d'être entouré de tant de gens qui se proclamaient eux-mêmes grands ambitieux. En tant que première année, je me suis vite laissé emporter par la frénésie du développement de carrière et de la planification des 30 prochaines années de ma vie, alors que je n'avais que 18 ans. Ridicule, je sais, mais c'était la mentalité de mon école. Si vous vouliez obtenir une offre dans le monde des affaires, avoir un profil LinkedIn solide était indispensable. Je me souviens encore du stress de cultiver une image professionnelle en ligne, comme si mon avenir dépendait des personnes avec qui je me connectais et des compétences que je listais. Alors, j'ai coché toutes les cases et j'ai commencé ma recherche de stage d'été. Il n'a pas fallu longtemps avant que ma boîte de réception ne sonne, avec un message vraiment significatif. À ma grande surprise, une prestigieuse entreprise m'avait contacté, exprimant son intérêt pour mon profil. Ce n'était pas non plus l'un de ces messages automatiques. Le contenu du message indiquait qu'il s'agissait d'un message unique, conçu spécifiquement pour moi. Je l'ai lu 6 fois avant de finalement répondre, et après une brève correspondance, j'ai été invité à un premier entretien. J'ai passé des heures à rechercher l'entreprise pour savoir à quoi m'attendre pendant l'entretien, et je me suis préparé avec toutes les questions types que je pouvais trouver. Bientôt, j'ai reçu un message d'un gars nommé Armand Slowinski. Je n'oublierai jamais ce nom tant que je vivrai. Il a dit qu'il serait mon interviewé. Naturellement, j'ai fait quelques recherches sur lui. Mais à ma grande confusion, je n'ai rien trouvé. Aucun profil LinkedIn, aucun réseau social, rien. J'ai haussé les épaules, pensant qu'il préférait peut-être la confidentialité ou quelque chose comme ça. Nous avons convenu d'un jour et d'une heure, et il m'a donné l'adresse de l'entretien. Quand je l'ai cherché sur mon téléphone, j'ai réalisé que c'était un café au hasard à Oakland. Cela m'a surpris. Pourquoi ne pas faire l'entretien à Berkeley? Nous avions des tonnes de cafés et d'endroits parfaits pour des entretiens. Mais l'adresse en ligne semblait normale, donc je n'y ai pas trop réfléchi. La veille de l'entretien, j'ai parlé de la situation à mon ami Riley. Il était encore plus perplexe que moi et a dit que ça semblait louche. J'étais d'accord, mais je me suis dit que ça valait le coup pour le poste potentiel. Riley m'a demandé comment j'allais m'y rendre et je lui ai dit que je prendrais un Uber. Il a proposé de me conduire à la place, puisqu'il n'avait rien de prévu. Je l'ai remercié et j'ai accepté son offre. Je n'avais aucune idée à ce moment-là que je ne raconterais peut-être pas cette histoire si Riley n'avait pas proposé de me conduire. Il était 4 heures de l'après-midi le lendemain quand Riley est arrivé à mon dortoir. J'étais extrêmement nerveux, car c'était l'un de mes premiers entretiens. Je suis monté dans la voiture et nous sommes partis. 20 minutes plus tard, j'ai dit à Riley de me déposer dans la rue, car je ne voulais pas qu'on me voie me faire déposer par un ami pour un entretien. Il a proposé d'attendre pour moi, sortant un gros sac d'herbe de son tableau de bord. Je suis sorti et j'ai marché quelques minutes jusqu'à l'emplacement, puis je me suis figé. Devant moi se trouvait un véritable chantier de construction. Il n'y avait pas de café. Toute la zone n'était pas résidentielle du tout. Tous les bâtiments semblaient fermés ou privés. J'ai vérifié mon téléphone et confirmé que j'étais au bon endroit.
Le quartier avait dû être récemment démoli, si récemment que même Google Maps n'était pas à jour. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Riley, mais avant de pouvoir le faire, une voix retentissante a résonné derrière moi. « Chuck !» a-t-elle exclamé. Je me suis retourné brusquement et j'ai vu un homme absurdement grand dans un costume noir coûteux. Dieu merci, me suis-je dit, soulagé que ce ne soit pas un piège. Sa présence était imposante, mais étrangement hors de propos dans cet environnement délabré. Il se tenait à côté d'une Bentley noire mat. Il s'est dirigé vers moi avec un air perplexe. Nous avons serré la main, et quand je lui ai demandé à propos du chantier, il a dit qu'il était aussi surpris que moi. Il a froncé les sourcils et mis sa main sur son menton. « Vous savez quoi? Pourquoi ne pas trouver un autre endroit? » « Montez dans la voiture, » dit-il en désignant la Bentley. Il est retourné à la voiture et a crié par-dessus son épaule « Vous pouvez vous asseoir devant. » Sans un mot de plus, il est monté à l'avant et a fermé la porte. Excité, je l'ai suivi. J'ai fait le tour de la voiture pour l'admirer un peu et j'ai jeté un coup d'œil à l'arrière. Au lieu de magnifiques sièges en cuir, mes yeux ont rencontré une vision qui m'a glacé le sang. Allongé à plat sur le sol, obscurci par les ombres, il y avait un homme. Dans sa main, il tenait quelque chose de long et en métal. La panique a monté en moi. C'était un piège. Je me suis retourné et j'ai couru aussi vite que je pouvais. J'ai entendu l'homme crier mon nom, mais je ne me suis pas retourné. En courant, j'ai entendu des pneus crisser. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et j'ai vu la voiture se tourner dans ma direction. Je devais réfléchir rapidement. Il n'y avait aucun moyen que je puisse distancer une voiture. Je ne pouvais pas simplement échapper à la situation. Il n'y avait pas d'espace ouvert autour de moi, juste un labyrinthe sans fin de rues. La terreur coulait dans mes veines. À la prochaine intersection, j'ai fait un choix qui pourrait décider de mon sort. À gauche ou à droite. La logique me disait de tourner à gauche car c'était plus proche, mais mes pieds ont choisi pour moi avant que mon cerveau ne le puisse. J'ai sprinté à droite et me suis engouffré dans la rue. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps, 10, peut-être 20 secondes au maximum. Comme par miracle, l'un des bâtiments devant moi avait une échelle de secours assez basse pour que je puisse sauter dessus. Avec toute la force que j'avais, je me suis propulsé vers le haut, agrippant l'échelle. Je n'avais jamais fait de traction de ma vie, mais dans mon esprit, c'était une question de vie ou de mort. Je suis monté à l'échelle et j'ai continué à grimper. La Bentley a tourné au coin de la rue et s'est arrêtée en dessous. Je ne pouvais pas voir le conducteur, mais je savais qu'il me regardait. Il n'y avait rien d'autre que je pouvais faire. S'il choisissait de me suivre, je devrais me battre. La minute suivante a semblé une éternité. La voiture est restée là un peu plus longtemps, puis a accéléré dans la rue, tournant à gauche pour ne plus jamais être vue. Je ne pouvais pas respirer. J'ai sorti mon téléphone et appelé Riley, criant ce qui s'était passé. Je suis resté sur l'échelle de secours jusqu'à ce qu'il me trouve. Je suis monté dans la voiture et nous avons filé en silence. La suite de cette histoire n'a pas été très mouvementée. J'ai plus ou moins effacé ça de mon esprit et refusé d'en parler, même avec Riley. Pour moi, ça n'avait jamais eu lieu. Mais aussi fort que j'ai essayé, il y a des moments, comme maintenant, où je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de chaque détail horrifiant de ce qui aurait pu être le dernier jour de ma vie. Des années plus tard, alors que je planifie maintenant mon mariage avec Rosie et que je réfléchis à ma vie, cette expérience me hante encore. Chaque fois que je monte dans une voiture inconnue ou que je marche dans une rue inconnue, le souvenir de ce jour refait surface. J'ai partagé cette histoire avec seulement quelques amis proches, et leurs réactions sont toujours les mêmes. Choc, incrédulité et un sentiment d'effroi. Je partage cela non seulement comme une mise en garde, mais comme un rappel de la rapidité avec laquelle les choses peuvent mal tourner. En un clin d'œil, une journée apparemment normale peut se transformer en cauchemar. Restez vigilant, faites confiance à vos instincts et soyez toujours conscient de votre environnement. Vous ne savez jamais quand un simple entretien peut devenir une lutte pour votre vie. C'est une histoire récente. Ma famille et moi étions en route vers l'université pour m'aider à m'installer, puisque je suis en première année.
Une fois arrivé, j'ai découvert que j'allais vivre dans une configuration Jack and Jill, ce qui signifie que je partagerais une salle de bain avec une autre chambre. Donc, en gros, je vivrais avec 3 autres gars. J'en connaissais déjà un dans l'autre chambre. Nous nous sommes rencontrés lors de l'orientation et avons fait connaissance. Son colocataire n'a pas d'importance pour cette histoire. C'est de mon colocataire, Demora, dont je vais parler. J'avais obtenu ses réseaux sociaux à l'avance et nous avions échangé des informations. Avant de déménager, j'avais essayé de lui parler sur Instagram pour mieux le connaître, mais ses réponses semblaient sèches. En plus de cela, son profil ressemblait à ceux des modérateurs de Discord que l'on voit sur les Reels Instagram ou TikTok. Une fois installé, je l'ai rencontré et ironiquement, il ressemblait à un modérateur de Discord, sauf qu'il avait une silhouette maigre, à peu près de ma taille. Il avait l'air très pâle et portait une moustache fine. J'ai essayé de lui parler à nouveau. Son style de conversation correspondait à son style de messagerie et semblait très introverti. Il bégayait beaucoup et essayait toujours de mettre fin à la conversation aussi vite que possible. J'ai essayé de le dérider en lui demandant quel genre de musique il écoutait, mais il a dit qu'il n'en écoutait pas, car la musique ne remplirait pas sa tasse de vide. Pour rendre les choses plus étranges, quand il a installé sa PS5, il a immédiatement commencé à jouer. Ce n'est pas lui qui joue qui est bizarre, c'est ce qu'il fait quand il joue. Demora a fait ces bruits de grognement étranges, secoue violemment son corps et rit en spammant la manette. Il met ses pieds dans son placard de bureau, les attrape de temps en temps et les tire vers son corps pendant ses secousses. Il murmure pour lui-même en jouant seul ou avec ses amis en ligne, et il répète généralement ce qu'il a murmuré 2 fois d'une manière rieuse. Il reste dans la chambre 24h/24 et ne fait presque jamais ses devoirs. Ses mouvements seuls me faisaient peur quand j'essayais de dormir. Mais il y a plus à cette histoire. Environ la première semaine, je suis sorti avec des amis que j'avais rencontrés dans mon immeuble de dortoir et je suis rentré assez tard, vers 1h du matin. Demora semblait endormi dans son lit, alors je n'y ai pas prêté attention. En allant à mon placard, qui était juste à côté de mon lit, j'ai senti mes poils de bras se dresser et ressenti l'envie de me retourner. Je l'ai fait. Demora me regardait fixement avec un léger sourire. J'ai poussé un cri et dit « Putain, Demora, pourquoi tu me regardes comme ça ?» Il a ri et a dit « Temps sombre », puis s'est retourné pour faire face au mur. Cela m'a effrayé, et cela s'est produit, je veux dire, 3 fois de plus. J'ai essayé de déménager, mais mon université a dit qu'il n'y avait pas de dortoir disponible. J'ai donc essayé de déménager dans l'autre chambre, mais l'un des autres colocataires ne voulait pas partir non plus. Cela signifiait que j'étais coincé avec Demora pour le semestre et que je devais juste supporter ça. Environ 3 mois ont passé et je suis rentré de mon cours d'anglais. En ouvrant la porte de mon dortoir, Demora s'est levé paniqué, me demandant pourquoi je rentrais si tôt. C'était bizarre, car mon cours d'anglais avait en fait terminé tard, d'où mon retour tardif. Je lui ai demandé s'il avait besoin de la chambre pour lui seul, et il a refusé, prenant une pose étrange qui semblait tirée d'un anime, et il a dit que je ne devrais pas m'inquiéter du tout. J'ai visiblement grimacé devant lui, et sa déclaration ne faisait que me rendre plus mal à l'aise. J'ai remarqué qu'il avait une boîte sur son bureau, et quand je l'ai mentionné, il m'a dit que ce n'était pas important. J'ai haussé les épaules. À ce moment-là, j'ai remarqué que mon chargeur d'iPhone et mes ciseaux avaient disparu. J'ai demandé à Demora s'il les avait vus et il a dit qu'il les avait. Il m'a tendu les ciseaux et en me tendant le chargeur, le câble a renversé sa boîte vers moi. La boîte s'est ouverte et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Un post-it avec mon nom dessus est tombé. À côté de cela, il y avait ce qui semblait être une boîte transparente. À l'intérieur, il y avait des cils, une paire de lunettes, une paire de mes chaussettes et une photo jetable de moi que j'avais prise pour rire. Il a ramassé le tout sur le sol en essayant d'expliquer la signification de tout cela, et j'ai crié de sortir. Il est parti immédiatement. J'ai envoyé un SMS à mon RA pour lui raconter cette situation, et il m'a dit qu'il était absent pour le moment, mais que lorsqu'il reviendrait demain, je devais lui montrer la boîte comme preuve pour qu'ils aient une raison d'expulser Demora.
J'ai donc pris la boîte et l'ai cachée dans mon panier à linge. Je me sentais vraiment secoué et la vue de mon colocataire me dégoûtait. Cependant, 1 heure plus tard, il est revenu. Je lui ai juste dit de rester de son côté et de ne pas me parler. Après cela, aucun mot n'a été prononcé. J'ai essayé de rester éveillé, par peur qu'il essaye de trouver la boîte, mais après une longue journée, je me suis endormi vers 2 heures du matin. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que Démora était parti, et cela faisait du bien de le voir hors de la chambre pour une fois. Mais ensuite, je me suis souvenu de la boîte. Je suis allé à mon panier à linge, et elle avait disparu. J'ai paniqué, et peu de temps après, mon RA frappait à la porte. Je l'ai laissé entrer et lui ai raconté l'histoire. Bien qu'il me croyait, il a dit qu'il ne pouvait rien faire sans cette boîte. Sinon, il devrait se fier uniquement à ma parole, ce qui n'est pas suffisant. Je me sentais comme si je perdais la tête. Le RA est parti et environ 5 heures plus tard, Démora est revenu. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait de la boîte. Il a fait semblant de ne pas savoir de quoi je parlais. J'ai insisté pour qu'il arrête de faire l'idiot, mais Démora continuait de nier. Je ne pouvais plus supporter d'être dans la même pièce que lui. C'est maintenant le 2e semestre, et oui, je dors toujours avec Démora. Malheureusement. Il m'a fait savoir qu'il ne le referait jamais, et que s'il le faisait, il me le dirait, et nous déménagerions immédiatement. J'ai pris sa parole, et nous dormons toujours ensemble aujourd'hui. Cependant, je reste hors de la chambre autant que possible. Il me fait toujours peur, et le pire, c'est que je ne peux pas dormir parfois, ni me concentrer pendant la journée, car je continue de penser à ce qu'il y avait dans la boîte. Pourquoi a-t-il volé ma photo? Pourquoi a-t-il volé mes chaussettes? À quoi servaient les lunettes? Ce qui me fait peur à chaque fois, c'est ce que faisaient ces cils-là. Et peut-être le plus étrange de tout, c'est qu'il a étiqueté la boîte avec mon nom. Maintenant, je parie que vous vous demandez pourquoi je n'ai pas simplement déménagé hors du campus ou même changé d'université. J'y ai pensé, mais déménager hors du campus était cher et j'avais une bourse liée à mon séjour sur le campus. Transférer d'université aurait signifié perdre une année de crédit et je ne voulais pas prendre de retard. De plus, une partie de moi espérait que les choses s'amélioreraient. J'ai tout essayé pour rendre la situation vivable. Je restais dehors tard. Je passais la nuit chez des amis et je passais plus de temps à la bibliothèque. Une nuit, après une séance d'études particulièrement longue, je suis rentré au dortoir. Il était passé 2 heures du matin et j'étais épuisé. Je voulais juste m'effondrer dans mon lit. En ouvrant doucement la porte, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Démora n'était pas dans son lit. Sa PS5 était allumée et sa chaise était tournée dos à son bureau, mais il était introuvable. Je me suis prudemment approché de mon côté de la chambre et c'est là que je l'ai vu. La boîte était de retour sur son bureau, mais cette fois, elle était ouverte. Je pouvais voir mes affaires et il y avait quelque chose de nouveau, un petit carnet. Je l'ai pris, les mains tremblantes. En feuilletant les pages, j'ai senti mon sang se glacer. C'était rempli de notes détaillées sur mes routines quotidiennes, mes habitudes, même des conversations que j'avais eues. Il y avait des croquis de moi, certains sous des angles qui n'avaient aucun sens à moins qu'ils ne me regardaient depuis l'extérieur de la chambre. Les dernières pages étaient ce qui me terrifiait le plus. Elles contenaient des plans détaillés pour ce qui semble être des rituels ou quelque chose de bizarre impliquant mes affaires. À ce moment-là, j'ai entendu le clic de la porte. Démora est entré, un regard de choc et de colère traversant son visage en me voyant avec le carnet. Il s'est jeté sur moi, essayant de l'attraper, mais je l'ai repoussé et je suis sorti en courant de la chambre. Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que j'arrive à la chambre du RA. J'ai frappé à la porte jusqu'à ce qu'il réponde, groggy et agacé. Je lui ai fourré le carnet dans les mains et lui ai tout raconté. Le RA a appelé la sécurité du campus et Démora a été emmené pour être interrogé. Ils ont fouillé notre chambre et trouvé encore plus d'objets inquiétants, y compris un dossier avec des photos de moi, certaines prises pendant que je dormais. Démora a été expulsé et une ordonnance restrictive a été émise contre lui. L'université m'a finalement déplacé dans un autre dortoir et j'ai commencé à voir un conseiller pour faire face au traumatisme. Même maintenant,
Alors que j'essaie de me concentrer sur mes études et de passer à autre chose, je ne peux pas me débarrasser du sentiment d'être observé. Chaque fois que j'entends une planche de parquet craquer ou que je vois une ombre bouger, mon cœur s'emballe. Je garde la porte verrouillée en tout temps et ne baisse jamais ma garde. L'expérience m'a rendu paranoïaque et constamment sur le qui-vive. Je me demande souvent ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas trouvé ce carnet. Pourquoi Demora était-il si obsédé par moi? Quelles étaient ses véritables intentions? Vivre avec Demora a été un cauchemar, et bien qu'il ne soit plus là, la peur qu'il a instillée en moi persiste. Je partage cette histoire comme un avertissement. Vous ne savez jamais vraiment avec qui vous vivez ou de quoi ils sont capables. Faites toujours confiance à vos instincts, et si quelque chose vous semble étrange, n'hésitez pas à demander de l'aide. Cela m'est arrivé pendant ma première année d'université, en 2019. J'ai maintenant mon diplôme, mais j'y pense souvent. Pendant la semaine d'Halloween, mon université organisait des fêtes folles tous les jours. J'étais à une université Big Ten, donc toujours des fêtes costumées données dans les fraternités, et même les bars obligent les gens à se déguiser. Ça devient assez sauvage, avec beaucoup d'alcool, beaucoup de police et beaucoup de plaisir. Cet événement m'est arrivé le samedi de la semaine Halloween. Notre équipe de football avait remporté une grande victoire ce jour-là, et mes amis et moi allions à une fête particulière dans une fraternité en dehors du campus pour célébrer la victoire. Nous savions cela parce qu'une de mes amies, Alexandra, sortait avec un gars de l'équipe. Nous sommes arrivés à la fête de la fraternité vers 23 heures et les choses sont devenues assez folles. Tout le monde se saoulait très vite et nous huions tous l'école que nous avions battue en différents chants pendant que la musique battait son plein. Je prenais des shots et dansais avec tous mes amis, m'amusant comme un fou. Il est crucial de noter que mon téléphone était mort à ce moment-là. Je l'avais donné à Alexandra pour qu'elle le mette dans son sac à main. Plus tard, j'ai dit à mes amis que je devais aller aux toilettes et de m'attendre près de la cabine du DJ. Nous étions tous assez ivres à ce moment-là. Pendant que j'étais aux toilettes en train d'uriner, j'ai entendu un frère de la fraternité crier « Police » à plein poumon, et les gens ont commencé à crier et à se précipiter pour sortir de la maison. J'ai couru hors de la fraternité et j'ai été accueilli par plusieurs voitures de police et des lumières clignotantes. Les gens couraient dans différentes directions. Certains policiers parlaient déjà aux frères de la fraternité, tandis que d'autres essayaient d'attraper les mineurs. Dans mon état d'ivresse, j'ai réalisé que je n'avais pas mon téléphone. J'ai commencé à appeler mes amis tout en évitant les policiers. Réalisant que je ne pourrais pas les retrouver dans la foule, j'ai décidé de commencer à rentrer chez moi, même si je n'étais pas tout à fait sûr de comment rentrer. Cette maison de fraternité était assez loin du campus et dans une partie différente des autres fraternités. J'ai commencé mon périple pour rentrer et il faisait absolument glacial. Même si ce n'était qu'octobre, il faisait comme 3 degrés Celsius cette nuit-là. J'étais encore fortement éméché mais conscient de tout ce qui m'entourait. Après un moment, je savais que j'avais besoin d'une pause pour me réchauffer et, espérons-le, dégriser. J'ai vu un bâtiment qui ressemblait à un des bâtiments académiques dont j'avais entendu parler, alors je m'en suis approché, j'ai ouvert la porte et suis entré. Il faisait assez sombre là-dedans, mais quelques panneaux de sortie à différentes portes illuminaient une bonne partie de l'intérieur. Après 5 minutes, j'ai commencé à dégriser un peu et j'ai réalisé que je n'étais pas dans un bâtiment académique. J'étais dans un entrepôt. J'étais beaucoup plus chaud. Mais je suis devenu nerveux à cause de la sensation inquiétante qui m'entourait. J'ai voulu ouvrir la porte et un trou s'est formé dans mon estomac. Elle était verrouillée. Comment avait-elle pu être ouverte si elle était verrouillée de l'intérieur? J'ai commencé à me diriger vers une porte près du panneau de sortie. Je l'ai poussée et suis passé par la porte, m'attendant à sortir, mais cela menait à une autre partie du bâtiment. Cette pièce était beaucoup plus petite, illuminée par une faible lumière rouge. Il y avait un bruit de bourdonnement dans la pièce provenant d'une machine.
Je pouvais voir des chaînes suspendues au plafond et de la vapeur dans la pièce. Je ne plaisante pas, c'était comme une scène typique de film d'horreur. J'ai voulu faire demi-tour et retourner par la porte, mais cette porte était également verrouillée derrière moi. La panique pure s'est installée en moi. Et à ce moment-là, j'essayais de ne pas m'effondrer. Je me suis adossé au mur et me suis glissé silencieusement en pleurant. C'est alors que je l'ai entendu, une porte claquer et des pas. Je suis instantanément devenu silencieux et mes yeux se sont écarquillés. J'ai entendu une autre porte se fermer et d'autres pas. Ils se rapprochaient de ma zone. J'ai vu la porte à côté de moi et aussi silencieusement que possible, je l'ai ouverte et me suis faufilé à travers. J'ai commencé à avancer à travers les chaînes suspendues et la vapeur. J'ai entendu la porte de la pièce précédente s'ouvrir et les pas approcher, et c'était de grands pas lourds. Mon instinct de survie s'est déclenché et je suis arrivé près d'une fenêtre. De toutes mes forces, j'ai donné 5 coups de pied dedans, la brisant. C'est alors que j'ai entendu les pieds courir vers la porte. Il me restait peut-être 10 secondes. J'ai sauté par la fenêtre, sans même me rendre compte que l'autre côté du bâtiment où je me trouvais maintenant était une grande chute. Je suis tombé d'environ 3 mètres de la fenêtre, atterrissant sur 2 bacs de recyclage. Je me suis relevé, choqué par l'impact, et j'ai regardé en haut vers la fenêtre. Elle était brisée et il n'y avait personne dans le cadre de la fenêtre. J'ai couru sous quelques pins à quelques mètres de là, me cachant dans les ombres. Quand j'ai regardé de nouveau, c'est là que j'ai vu une silhouette regardant par la fenêtre, cherchant dans toutes les directions pour me trouver. Tout mon corps s'est engourdi de peur. Aussi silencieusement que possible, je me suis faufilé de l'autre côté de la rue et j'ai couru. J'ai couru pour sauver ma vie aussi vite que je le pouvais, jusqu'à ce que je reconnaisse le côté du campus où se trouvait mon dortoir. Je suis retourné à mon dortoir et mes amis m'attendaient dehors, paniqués et en train de paniquer. Ils m'ont dit que j'avais disparu pendant presque 4 heures. Le lendemain, je leur ai raconté mon expérience. La bouche de mes amis s'est ouverte alors qu'ils m'écoutaient parler. Après une discussion plus approfondie, j'ai découvert que c'était un bâtiment qui n'avait pas été utilisé depuis plusieurs années. Le creux dans mon estomac m'a frappé de nouveau. Celui qui était dans le bâtiment n'était pas un policier. Ce n'était pas la sécurité de nuit. C'était une personne quelconque après moi. Cela me rend encore malade à ce jour. Si je n'avais pas été plus silencieux ou si je n'avais pas pensé aussi rapidement, je pourrais être mort. Même si j'ai essayé de trouver des informations, rien n'a émergé. Cela reste la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée. Je ne pouvais pas laisser tomber. Le sentiment d'effroi persévérait longtemps après cette nuit. Au cours des mois suivants, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé d'anciennes cartes du campus et des environs. L'entrepôt n'était répertorié sur aucune carte récente, mais il apparaissait sur une vieille carte des années 90. Il servait autrefois de dépôt pour une entreprise locale, mais il avait été abandonné pendant des années après la faillite de l'entreprise. Un soir, j'ai décidé d'y retourner. J'avais besoin de réponses. J'ai parlé de mon plan à mes amis, et bien qu'ils fussent contre, ils ont accepté de venir avec moi. Nous nous sommes équipés de lampes de poche et de quelques objets de défense personnelle, juste au cas où. Il était tard, et les rues étaient étrangement calmes alors que nous nous dirigions vers l'entrepôt. Quand nous sommes arrivés, l'endroit avait l'air encore plus délabré que dans mon souvenir. La porte par laquelle j'étais entré était maintenant cadenassée. Nous avons trouvé une fenêtre légèrement entr'ouverte et sommes entrés. À l'intérieur, l'air était épais de poussière et l'odeur de moisi. La lumière rouge de cette nuit-là était éteinte et l'endroit est encore plus sombre et menaçant. Nous avons exploré avec précaution, nos pas résonnant dans le vaste espace vide. Nous avons trouvé la pièce avec les chaînes et la vapeur. Elle ressemblait exactement à ceux dont je me souvenais, sauf pour une chose. Sur le sol, il y avait un petit tas de vêtements. Mon cœur s'est mis à battre la chamade en reconnaissant la veste sur le dessus. C'était la mienne, celle que j'avais perdue cette nuit-là. Je l'ai ramassée et trouvé mon téléphone dans la poche, éteint mais intact. Nous avons continué à explorer, et c'est alors que nous avons trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang.
Dans un coin d'une des pièces, il y avait un petit espace de vie improvisé. Un matelas sale, quelques boîtes de conserve et une pile de journaux. Un de mes amis a ramassé un journal et a poussé un cri. Le titre disait « Étudiant disparu. La police poursuit les recherches ». La date remontait à 1 an. Nous avons rapidement compris que la personne qui vivait ici suivait les disparitions d'étudiants. Plus nous cherchions, plus nous trouvions. De vieilles photographies, des objets personnels et d'autres journaux, tout détaillant des disparitions au fil des ans. Juste au moment où nous allions partir, nous l'avons entendu. Le bruit de pas, lourd et délibéré. Nous nous sommes figés, nos lampes de poche tremblant. Les pas se rapprochaient et nous savions que nous devions nous cacher. Nous nous sommes accroupis derrière de vieilles caisses, essayant de contrôler notre respiration. Les pas se sont arrêtés juste à l'extérieur de la pièce. J'ai jeté un coup d'œil par une fissure et j'ai vu une silhouette debout là, tenant une lampe de poche. C'était la même personne que cette nuit-là, sauf que maintenant, je pouvais la voir clairement. Il était grand, avec un visage émacié et des yeux hagards. Il a balayé la pièce du regard, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il partirait. Mais ensuite, il a tourné et a commencé à marcher vers les caisses. La panique m'a submergé et je savais que nous devions agir. Mon ami, qui avait apporté une petite bombe de gaz poivré, nous a fait signe de nous préparer. Lorsque l'homme a tourné le coin, elle lui a pulvérisé directement au visage. Il a crié et a reculé, laissant tomber sa lampe de poche. Nous avons pris notre chance et couru. Nous avons sprinté à travers l'obscurité, sans nous retourner, jusqu'à ce que nous soyons hors du bâtiment et loin de l'entrepôt. Nous sommes allés directement à la police, et cette fois, ils nous ont pris au sérieux. Ils sont allés à l'entrepôt et ont trouvé les preuves que nous avions vues. L'homme a été capturé quelques jours plus tard, se cachant dans un autre bâtiment abandonné. Il s'est avéré qu'il était un vagabond avec des antécédents de maladies mentales et de violence. Il vivait dans des bâtiments abandonnés autour du campus depuis des années, traquant les étudiants et collectant leurs affaires. La police a découvert qu'il était lié à plusieurs disparitions non résolues. Grâce à notre découverte, ils ont pu clore plusieurs affaires et apporter un semblant de paix aux familles des étudiants disparus. L'entrepôt a été démoli peu de temps après et la zone a été nettoyée et sécurisée pour éviter que cela ne se reproduise. Même si l'homme a été attrapé, l'expérience a laissé une cicatrice durable. Je fais encore des cauchemars à propos de cette nuit, et le sentiment de terreur ne disparaît jamais complètement. Mais je suis reconnaissant que nous ayons pu l'arrêter et empêcher plus de gens de vivre ce que nous avons vécu. S'il y a une chose que j'ai apprise de cette expérience, c'est de faire confiance à ses instincts et de ne jamais prendre sa sécurité pour acquise.